Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. Les appels qui nous parviennent, les appels favorables et gentils nous font chaud au cœur, franchement. Merci. Nous allons chasser la pauvreté aujourd'hui avec Luc Alouma Mwakubila. J'ai essayé de prononcer comme on prononce à l'Équateur. Bonsoir et bonjour. Bonsoir. C'est un plaisir de vous revoir parce que vous publiez des bonnes choses, vous écrivez des livres et le dernier c'est autour de la vulgarisation agricole. Mais nous allons nous appuyer sur le discours du président de la République à la nation. Il a notamment abordé le PDL 145 territoires, un sujet que nous avons déjà abordé en son temps. Le président a dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais qu'il y a eu d'autres qui l'ont été moins, et même d'autres qui ont connu du retard. N'est-ce pas l'occasion de rappeler ce que nous avions dit à l'époque, que si ça avait commencé, si on était allé à la base pour demander les préoccupations des intéressés, ce programme allait vraiment connaître un succès éclatant. Non? Oui, bien sûr, hein, bien sûr. Je pense que tout est à notre... je dirais quoi, honneur, si je peux me le permettre. Parce que je crois que nous sommes parmi les premiers, s'il faut pas dire les seuls, à l'époque, bien sûr, de pouvoir s'intéresser au programme de développement local de 145 territoires. Et donc, nous ne le disons pas qui est à l'émission, mais il y a eu des supports scientifiques, scientifiquement prouvés, scientifiquement argumentés et scientifiquement acceptés aussi. Alors, l'ouvrage est là. D'ailleurs, ça s'appelle Analyse critique et optimisation du PDL 145T. Et c'est déjà en 2022 que nous sommes bien sûr intéressés du sujet. Et donc, ce que le président a dit vient justement corroborer à tout ce qui a été pensé et dit à l'époque dans nos prévisions scientifiques. Une critique positive. Affirmatif. Donc c'est une occasion ici pour ceux-là qui n'aiment pas ou qui ne veulent pas la critique. Parce qu'apparemment dans notre pays, il suffit de critiquer et donc voilà, c'est automatiquement la peur au ventre qui vient vous rappeler que non, il ne faut pas peut-être aller dans telle ou telle voie, alors que la critique c'est justement celle qui élève un débat, c'est celle qui vient donner la lumière à un fait ou à un sujet. Donc ça, la critique c'est ce qui vient avec le contraire. Donc il faut une dialectique. Vous verrez que même ceux qui sont dans la philosophie, sans la dialectique, vous n'arrivez pas à des vérités établies. Et donc critiquer, ce n'est pas mauvais. Et c'est ce que nous avons fait à l'époque. Et heureusement, nous ne sommes pas limités qu'aux critiques. On est allé jusqu'à proposer des solutions. Et c'est comme ça que l'ouvrage s'appelait Analyse critique et optimisation. Parce qu'il fallait voir dans quelle mesure redresser ce programme qui est salutaire, qui est louable, c'est quelque chose que nous n'avons pas connu. Et donc, il fallait justement apporter les éléments scientifiques nécessaires qui pourraient aider le programme à pouvoir se redresser. Qu'est-ce que nous avions dit à l'époque? Voilà, donc... c'était avec vous qu'on en avait parlé. Oui, nous avons d'abord, pour savoir ce qu'il faut faire,
il fallait d'abord relever les points saillants, les points négatifs. Et donc, parmi lesquels nous avons cité la centralité, qui était à outrance, et surtout les diagnostics qui avaient été faits, qui est un diagnostic biaisé, parce que justement, il n'y avait pas d'endogénéité. Et donc là, c'est déjà un problème, parce que quand on parle de développement local, encore faudrait-il qu'on sache de quoi on parle. Et c'est du français, donc il s'agit bien du développement et local. Donc c'est pas un développement imaginaire, c'est pas un développement livresque, c'est pas un développement pensé quelque part. Donc nous parlons là de faits qui sont concrets, qui émanent des entités territoriales qui sont là. Et donc ces diagnostics devraient aussi partir de ces côtés-là. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé malheureusement. Et généralement, dans l'approche des projets, quand quelque chose n'est pas bien concis, il ne faut pas vous attendre à des résultats. Donc les choses échouent pas parce qu'elles sont mal appliquées, mais c'est parce qu'elles sont mal conçues. Parce que si déjà dans la conception, on n'arrive pas à dresser le chemin, et donc on ne peut pas s'attendre justement à arriver au bon port. Donc le problème c'est celui-là. Je dis aux téléspectateurs que vous êtes chercheur en politique publique de développement. Merci. Et parmi les choses que nous avions, sur lesquelles on était revenu, il y a effectivement le fait d'avoir pensé tout cela à Kinshasa, au lieu d'aller intéresser ou interroger les intéressés, ceux qui habitent les coins qui allaient, n'est-ce pas, intéresser le programme. Absolument, et il n'y a pas que ça. Parmi les faiblesses, vous avez les financements lui-même, tel qu'il a été programmé. On a l'impression, parce que à 80%, je dirais, 80 ou 70% de ces programmes-là, ce sont des projets d'aménagement du territoire. Et donc, le développement, ça c'est une autre paire de manches. Parce que quand on parle de développement, le développement ne se limite pas à des aménagements du territoire. Quand bien même l'aménagement du territoire fait partie du développement. Donc il faut bien comprendre et bien nuancer. Sinon, on risque de faire de l'amalgame pour ne rien accoucher. Et donc, il y a accoucher que de l'à peu près. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, c'est ça le constat même du président de la République. Et donc, vous avez ça, vous avez un problème au niveau des agences également. Donc, il y a toutes ces constatations qui ont fait que les PDL ne pouvaient pas justement arriver à des résultats escomptés. Nous l'avons rappelé, nous l'avons alerté et nous y sommes. Maintenant, il faut voir comment optimiser cela. Il ne suffit pas de parler du PDL, mais encore faudrait-il savoir qu'est-ce qu'il faut effectivement faire pour que ces fameux programmes arrivent à produire des résultats escomptés à la satisfaction quand même de cette population, à qui nous pouvons ne fût-ce que faire ces petits plaisirs, si je peux me permettre. Et parce qu'il y en a qui ont dit on a construit ceci loin des villages. Il y a eu beaucoup de critiques. Mais justement, parce que ce sont des actions qui leur sont imposées, entre guillemets, on peut dire comme ça. Mais ce ne sont pas des besoins locaux. Ce ne sont pas des besoins exprimés par la population locale. Ce qui n'est pas fait avec nous et fait contre nous. Absolument. Enfin, c'est vrai qu'ils ont besoin d'écoles. C'est vrai qu'ils ont besoin que les maisons administratives soient réhabilitées et tout ça. Mais ce ne sont peut-être pas les priorités pour eux. Ils sont peut-être là où ils se trouvent. Il y a peut-être un problème d'impôt
qui est cassé. Et ces ponts-là, c'est vraiment l'artère principale. Et sans ces ponts-là, même les maisons, tout ce qu'on peut construire, ça vaut rien. Vous voyez, donc c'est ça le nez du problème. Donc il faut descendre dans la localité. Il faut descendre. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Bien sûr qu'il n'est pas trop tard. Donc c'est comme ça que l'optimisation voudrait que nous puissions bien sûr revoir tout ça. On doit revoir la méthodologie qui a été mise en place. Oui. Il faut commencer par de ça. Pour les entités qui n'ont pas été servies, par exemple, il faudrait peut-être, comme vous dites, revoir la problématique et aller à la base, interroger. Ce serait un peu plus efficace. Ça serait vraiment un peu plus efficace. Revoir le programme. Effectivement, ce qui est déjà fait est fait. Mais maintenant, effectivement, ce qu'il faut faire, c'est, comme vous dites, réadapter cela par rapport aux réalités qui sont sur terrain. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que ce que le PDL a touché jusque-là, ce n'est que le volet des infrastructures jusque-là. Les infrastructures de base. C'est juste ce niveau, c'est juste ce côté-là. Mais il reste le volet développement. Développement agricole, développement voilà, des activités rurales. C'est ce volet qui n'est pas encore appliqué. Et c'est là où nous intervenons justement parce que ces volets-là ne peut pas être exécuté par les agences de développement. Les agences de développement ne sauront pas implémenter les actions qui touchent directement à l'agriculture et aux activités. Voilà. Là, ce n'est pas possible. Je ne vois pas comment ils le feront. Qui devront... Mais il faut une intelligence, effectivement. Vous les développeurs. Pas nous exactement, mais qui nous avons, il y a un livre que nous venons de sortir avec le professeur Aoungé qui est agronome de l'UNIKIN. Alors ce livre, vous l'avez rappelé au début, ça c'est intitulé Vulgarisation agricole. Vulgarisation agricole en RDC, c'est le maillon le plus important du développement. C'est vrai, nous avons parlé de beaucoup de choses, nous avons émis des pensées très bonnes sur l'agriculture. Nous avons même fait des programmes de planification. Mais il y a un maillon qui a manqué, c'est le maillon de la vulgarisation. Parce que comment vous faites avec autant de moyens que vous voulez déployer pour développer les milieux ruraux? Vous le faites comment? Cela arrive comment auprès des utilisateurs? C'est là toute la difficulté. Et donc, la structure, ou si vous voulez, l'institution de vulgarisation agricole qu'on appelait dans le temps la propagande agricole, a toute sa place. Et donc, il faut remettre ces structures-là et qu'il y ait des moniteurs et des vulgarisateurs agricoles au niveau de nos milieux ruraux, parce que c'est eux justement qui vont jouer les courroies de transmission. Ce sont de gens qui vont être avec le ruraux, avec le paysan, pour justement leur communiquer de nouvelles techniques, pour leur communiquer les savoirs. Par exemple, au niveau de semences. Vous voyez, parce que notre agriculture, le vrai problème que nous avons, c'est au niveau de semences, par exemple. Mais vous faites comment? Vous ne balancez pas les semences comme ça. Vous voyez, donc il faut une intelligence qui organise tout ça. Et c'est la vulgarisation agricole qui peut faire ça. C'est-à-dire que quand l'État a tous ses moyens, cela doit être dirigé vers les vulgarisateurs, et les vulgarisateurs vont effectivement
voilà, vont transmettre... Prêcher la bonne parole. Absolument, vont transmettre cela auprès de paysans et la production va aller de soi. Oui, mais la production va aller de soi. Pour le territoire. Mais s'il faut amener toute cette production ailleurs, il faut que l'État intervienne pour les routes. Nous parlons de PEDEL déjà. Ça veut dire que dans le PEDEL, tout ça est prévu. Très bien. C'est-à-dire que pour qu'on arrive au volet développement rural, il est supposé que les côtés routes de dessert agricole et tout ça, c'est déjà réglé. Parce que vous avez entendu le président de la République le dire aussi. Donc il y a des routes de dessert, bien sûr, qui ont été... Ce sont des activités qu'on a déjà commencées et que cela devront se poursuivre. Et donc, nous supposons que, comme préalable, il faut d'abord avoir vidé ces problèmes de mobilité. C'est très capital. Évidemment, on ne peut pas miser sur une production sans que les voies soient établies. Tout ce que nous disons, c'est parce que un pays ne peut se développer qu'en commençant par l'agriculture, en commençant par le ventre. Absolument. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille, parce qu'il faut de l'effort pour développer un pays, et la première des choses, c'est le ventre. C'est le ventre. Mais est-ce que, au niveau de l'école, parce que le président a parlé sur de l'école, ceux qui ont fait l'agronomie sont mis à leur place. Je crois qu'ils, compte tenu des problèmes du pays, ils se contentent d'être à Kinshasa ou restent dans l'administration, alors que leur devoir, c'est d'aller sur le terrain. Oui, M. Kibambi, je crois que sur ce point, il n'y a pas que les agronomes, il y a les techniciens, de manière générale oui. Dans notre pays. C'est vrai, j'entends dire, et ce qui n'est pas faux, qu'effectivement, pour nous relever, il faut qu'au niveau de l'éducation, qu'on mise un peu sur les techniciens, qu'il y ait plus, n'est-ce pas, des options techniques, ce qui n'est pas mauvais. Mais moi, j'ai un autre son de cloche, c'est que si nous remarquons, si nous essayons d'être observateurs, je pense qu'on peut constater que dans ce pays, il y a quand même eu des techniciens qui ont été formés. On ne peut pas dire aujourd'hui que nous n'avons pas de techniciens, non. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire. Il y en a. Et il y a des techniciens. Moi, je me souviens, j'avais un beau-frère qui est allé étudier, figurez-vous, en Allemagne. Un ingénieur agronome qui a étudié en Allemagne et qui est revenu au pays. Mais il a quel âge aujourd'hui? Non, il est déjà décédé malheureusement. Bon. Vous voyez, alors, donc il y avait des expertises comme ça. Il y en avait. Il y en avait et il y en a. Mais le problème, nous devons nous demander qu'est-ce que nous faisons de ça. Parce que si déjà nous ne savons pas quoi faire des experts qui sont là, présentement, alors ne rêvons pas. Ne pensons pas que le fait d'en avoir des millions et des millions, que cela pourrait apporter quelque chose. Donc le problème n'est pas d'abord la présence de milliers de techniciens, mais les vrais problèmes, c'est qu'est-ce que nous faisons. Vous voyez, nous avons, quelle organisation nous avons pour justement utiliser tout ce savoir. Quelle organisation vous proposez? C'est là le problème. Allons-y. Qu'est-ce que vous proposez? Ce que nous proposons, je reviens encore pour ne pas peut-être nous éparpiller, je reviens sur la vulgarisation agricole, par exemple. Vous voyez, donc ça, ce sont des choses que nous mettons sur la table pour justement employer le technicien. Parce que les agronomes, leur place est dans la vulgarisation, justement. Mais vous verrez qu'aujourd'hui, dans les administrations, beaucoup sont là. Mais vous vous demandez, mais c'est pour quoi faire?
Mais des structures comme de vulgarisation agricole, par exemple, ce sont des structures qui sont en mesure de prendre tous ces agronomes, par exemple. Et il n'y a pas que eux, ça peut aussi prendre tout ce qui termine dans le... Il y a des instituts comme ça dans des provinces, de développement rural et tout ça, ISDER, quelque chose comme ça. Et tout ce monde-là, et alors il y a possibilité qu'ils aient leur place, justement, hein, dans notre fonctionnement. Et donc, lorsqu'ils prennent en main ces structures-là et qu'ils sont présents dans le territoire, et moi je vous dis que ça c'est... Mais le développement va de soi. Oui, mais encore faudrait-il les identifier. Et puis, cher ami, les médecins, quand on leur demande d'aller à l'intérieur, déjà, ils y vont pour revenir parce que peut-être que le pays est vaste, ou parce que quand ils y vont, ils n'ont pas les outils qu'il faut. Ce sont des problèmes qu'il faut mettre sur la table aussi. Mais justement, c'est ce que je dis, qu'il ne suffit pas d'avoir des techniciens, mais il faut savoir comment les utiliser. Hein, le problème, il est là. Nous, dans notre pays, nous avons de techniciens. Parce qu'en matière de développement, figurez-vous, vous pouvez même aussi manquer de techniciens, c'est possible, hein, mais vous pouvez en importer. Ça s'importe. C'est de la main-d'œuvre, c'est un capital. Donc c'est possible aussi d'importer une main-d'œuvre quand on n'en a pas. Hein? Bien sûr, il est toujours peut-être utile d'en avoir, mais en attendant... Quand vous avez les chômeurs chez vous, vous en importez, il faut les former. Mais bien sûr, vous importez pour former les vôtres, et afin qu'ils prennent la relève. Donc, les problèmes de techniciens relèvent d'abord de notre désorganisation. C'est parce que nous ne sommes pas organisés, c'est parce que nous ne donnons pas à des institutions toute leur quintessence, toute leur valeur. Et puisque les institutions ne fonctionnent pas dans la technicité, et donc il est difficile. Et donc vous voyez des techniciens qui sont en dehors, mais ceux qui sont là n'ont rien de technique. Et c'est là le problème. Donc il y a cette cacophonie qui fait que nous avons une faiblesse chronique d'organisation. Oui, parce que, et ça ne pardonne pas. Oui, parce que l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, et ces pays-là nous ont pris tous les médecins qu'il y avait ici. Ils sont partis. Et mais justement, nous n'avons plus que... Mais c'est parce qu'ils ont cette capacité, cette propension d'absorption. Voilà, si vous ne savez pas absorber vos techniciens, et c'est un problème. Et là où c'est écœurant, c'est que l'État ne se rend pas compte que nous tous ici, nous avons été formés ici. Vous voyez, donc avec des Minerval subventionnés, même si on dit que l'État ne nous donnait plus de bourses et tout ça, mais déjà, quand vous payez un Minerval $100, je crois qu'à l'Inikin à l'époque, vers 1900 et quelque chose, 2000, le Minerval était ça, et c'était $200 ou c'était $100. Vous voyez déjà, un Minerval comme ça, ça veut dire que quelque part, c'est l'État qui subventionne. Et nous n'étions pas les seuls. Je me souviens, moi je vois encore, il y avait des Camerounais, les gens de toutes parts, même des Rwandais, qui venaient étudier ici. Et il n'y avait pas un Minerval différentiel par rapport à eux. Ils payaient pratiquement presque la même chose que nous. Alors vous voyez, tout ça, l'État est finalement son propre vampire. Hein, parce que vous dépensez autant. Et puis, ces techniciens-là, puisque vous n'avez pas une bonne absorption, alors ils vont migrer pour aller dehors. Et je vois aujourd'hui Canada qui se raffole. Il faut dire comme ça, excusez-moi. Hein? Alors, avec une main-d'œuvre formée ailleurs, parce que même ceux qui vont faire les universités là-bas, et ils vont rester par après. Mais ce qui compte, c'est l'éducation de base. Tout à fait. Ils ont une base qu'ils ont réussi ici, une base qui est tellement solide que lorsqu'ils sont là-bas, ils ne peuvent que... revenons sur une chose. C'est vrai que ce problème date d'il y a longtemps. Je me souviens
du retroussons le manche de Feu le Maréchal, et qui finalement, n'a pas donné des résultats escomptés, alors qu'à ce moment-là, le chemin de fer marchait encore. Ce sont des choses... Je crois que la part du fait que nous sommes des jouisseurs y est pour quelque chose. On veut rester à Kinshasa pour... je sais pas, c'est une critique positive. Absolument. Il faut nous regarder dans la glace. Exact. Ce n'est pas possible. Ouais. Mobutu avait dit retroussons les manches, on a retroussé les manches, les gens retroussé les manches, et puis les produits ont pourri. Mais ça vous décourage tout un pan de la société. Tout cela, il faut que nous les analysions. Je vous donne la parole pour que vous continuez sur cette belle lancée de la vulgarisation dans l'agriculture. Non, je crois que l'agriculture ne sera pas promise si justement... bien sûr, le problème des routes de desserte, ça c'est tout à fait, c'est basique. Ça, on ne peut même pas en parler parce que ça sont des préalables. Ça sont des préalables, mais notre agriculture, au-delà de ces préalables, il y a les semences qui sont un vrai problème parce que nous faisons face aujourd'hui à une dégénérescence des espèces. Ce qui fait que les rendements sont faibles, vous n'avez pas, disons, une grande production à cause de ça. Donc les semences doivent être renouvelées. Nous devons faire un grand travail autour de ça. Il n'y a pas que du côté semences végétales, mais même du côté cheptel, c'est pareil. Donc nous devons avoir des races, des bonnes races, efficaces. Moi, nous arrivons avec Feu le Maréchal au Brésil. Et on nous explique, on voit des étendues de champs, tout ça. On nous explique que cette terre a été étudiée à Yangambi. Vraiment. Et le maréchal est surpris. Donc, ça a été fait chez nous, nous n'en avons pas profité, les autres en ont profité. Oui, mais Yangambi, c'est ça. Vous ne pouvez pas faire les champs. C'est exactement comme l'hôpital, c'est comme, ce sont des choses qui marchent de pair. Il faut un laboratoire, parce que pour diagnostiquer une maladie et arriver à l'atteindre dans ses retranchements, il faut des vrais laboratoires. Il faut des bons laboratoires qui dénichent et qui vous donnent les caractéristiques du virus ou de la maladie ou des choses comme ça. Parce que c'est par cette connaissance que vous arrivez à bien soigner et ainsi de suite. Et la même chose pour l'agriculture. Vous ne pouvez pas... La même chose pour l'élevage. Voilà. Donc il faut ces laboratoires-là. Notamment INERA, et ce sont ces centres de recherche qui peuvent nous aider Est-ce qu'il y a quelque chose encore à Yangambi? Non. Vraiment, je n'ai aucune connaissance, mais évidemment que c'est en veilleuse. C'est en veilleuse. Donc, vous n'avez pas des activités dignes de recherche. Vous n'avez rien du tout. Parce que les problèmes, c'est que les riz, par exemple, qu'on doit cultiver à l'équateur et tout ça. Mais les semences doivent provenir de là-bas. Oui. Il faut qu'il y ait des études préalables et puis voilà. Or, par exemple, pour revenir sur PDL, est-ce qu'il y a eu ce genre d'études? Rien du tout. Or, les études dont on devrait faire pour PDL, c'est notamment ça. C'est notamment des études de sol, c'est notamment des études de semences, parce qu'il faut pousser plus loin. Or, les gens ont transformé ces études-là en des voyages touristiques. Ils ont peut-être, ils sont allés dans des villages vite fait, et ils sont revenus à Kinshasa et ils ont pondu, ça ce n'est pas sérieux. Moi je pense que les idées, quand ça vient, un peu comme ce que le président de la République a prononcé, c'est normal. On ne peut pas s'attendre à ce niveau-là de voir toute la technicité de l'idée.
à ce niveau-là, il n'y a que les idées qui vont être véhiculées, comme on l'a entendu, moi et vous. Mais après, mais il faut que ceux qui sont là, les collaborateurs, ben voilà, il faut que ceux qui sont là comprennent que l'idée doit être matérialisée. Et tout le problème, il est là. Et il y a cette fissure à ce niveau-là. Alors, ceux-là qui devraient voilà, matérialiser, donner des modalités pratiques, c'est malheureusement ceux-là qui se transforment un spécialiste, de rien du tout, parce que voilà. Et bénéficier de plein mission pour aller vérifier ceux qui ne le connaissent pas. Exact. Et c'est malheureux. Ouais. Ils sont là pour dire, par exemple, non, tel, il est de l'Équateur, il faut pas peut-être l'amener ici. Vous voyez, tout ça, c'est ridicule. Au lieu de penser développement, au lieu de penser technique, et c'est dommage. Donc, on a perdu ça. Alors que... Quand vous dites non, il est de l'Équateur, il ne faut pas le mettre là, non, quand même. Bon, laissez-moi le dire, parce que c'est ce que nous entendons à la longueur parfois de journée. Et c'est ce qui est peut-être malheureux. Donc, vous savez pourquoi c'est amplifié? C'est parce que tout le monde aujourd'hui est devenu journaliste sur son petit... Tout le monde écrit n'importe quoi. Tout le monde écrit, tout le monde crie. Mais ce sont des choses à étouffer dans l'œuf, parce que ça nous tue. Ça nous tue. Donc il y a cette mentalité-là qu'il faut changer. Extirper absolument. Parce que ce qui importe, c'est le pays, voilà, le développement. Voilà. Si les gens sont intelligents, c'est là aussi le problème. Vous voyez, ceux qui sont en politique, les drames qu'ils vivent, c'est vraiment à ce niveau-là. Comment dénicher quelqu'un d'intelligent? Vous voyez, c'est pas par le parler. Moi, je m'en fiche éperdument. D'ailleurs, moi, je ne sais même pas m'exprimer. Moi, je suis scientifique. Vous remarquerez que mon expression est toujours dans la conceptualisation. Donc, parler français comme je vois nos enfants le dire, le parler aujourd'hui, c'est pas mon genre. Donc, c'est pour dire que c'est pas dans le parler. C'est pas parce que quelqu'un peut haranguer. Non. L'intelligence est dans la pratique. Il faut voir la personne dans sa pratique. Et c'est comme ça qu'il y a même des études, il y a des renseignements qu'il faut tirer sur quelqu'un. Comment il est? C'est quelqu'un d'équilibré? Est-ce que c'est quelqu'un d'abord par sa vie personnelle? Est-ce qu'il est arrivé à, vous voyez, à trouver un équilibre? Est-ce que c'est quelqu'un qui se développe d'abord par de manière personnelle? Pour le prendre, comme conseiller. Voilà, il y a tout ça. Et c'est pas parce que quelqu'un est pasteur, automatiquement on le prend. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas un critère. Être pasteur, c'est pas un critère. Avoir des diplômes ou avoir des doctorats, ce n'est pas non plus des critères, ça. Mais il faut suivre la personne dans la vie pratique. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi la capacité à pouvoir proposer de séquences qui soient cohérentes. Et puis utiles et cohérentes, voilà. Et ça c'est important. Parce qu'il faut quand même qu'on arrête, de, comment je veux dire, d'importer n'importe quoi. Parce qu'en important n'importe quoi, enfin, j'allais dire quelque chose de grave, je ne dis pas, mais nous ne savons pas ce que nous mangeons finalement. C'est ça. Et si vous ne savez pas ce que vous mangez, c'est dangereux. Il y a des choses, la farine, on peut l'avoir ici, importée. Mais vous avez complètement raison. Bien sûr. Donc, quand on gère une économie comme celle-ci, évidemment, il faut avoir... Et le problème qui est là, c'est qu'il faut écouter aussi le scientifique. Vous voyez, comment un politicien peut découvrir quelqu'un d'intelligent? C'est aussi par le fait de les soumettre à une évaluation des scientifiques. C'est important. Et je me souviens... Quelqu'un peut être professeur, mais il faut les confronter aux autres. Parce que les choses que moi je dis, vous voyez, pour qu'elles soient vraies, mais il faut quand même qu'il y ait 5, 6 professeurs de ces domaines-là pour confirmer ou infirmer.
En fait, je pense. Monseigneur Chibangu Chikou le disait à l'époque, en fait, le politique ne s'appuie pas sur le scientifique. Hein, c'est-à-dire que le Mongaliema à l'époque, la présidence aujourd'hui, est coupée de l'université. Donc les idées qui viennent de l'université n'arrivent pas parce qu'il y a des gens qui empêchent justement aux gens qui ont des idées d'aller voir le ministre, d'aller voir la présidence, pourquoi pas. Et ça, c'est à déplorer, je crois. C'est vrai. Dans toute chose, M. Kibambi, il y a du faux et du vrai. C'est ce qu'il faut savoir. Le monde est comme ça. Il y a du faux et il y a du vrai. Il y a cette dualité à laquelle on ne sait pas se dérober. Ça commence comme ça. Dès que nous naissons, jusqu'à... Et vous avez... même Dieu lui-même le dit. Vous voyez, il y a toujours, il y a ses enfants, il y a aussi ceux qui ne sont pas ses enfants. Vous voyez, donc il y a cette dualité-là. Donc même les universités que nous avons faites, figurez-vous, il y a de vrais et de faux aussi. Il y a des universités de lumière et d'autres de ténèbres. Il y en a. Et le vrai combat que nous avons, c'est ça. Il y a ceux qui véhiculent les ténèbres, mais qui sont, comme vous le savez, les ténèbres croient toujours, c'est-à-dire que les mauvaises herbes, les mauvaises herbes croissent toujours, mais les mauvais ont toujours des difficultés à pouvoir émerger. Mais heureusement qu'à la fin des comptes, elles arrivent toujours quand même à émerger, mais difficilement. Mais les mauvaises herbes, comme je dis, elles croissent toujours. Ça dépend aussi de notre peuple, parce que les élections, bon... quand vous élisez des personnes qui ne sont pas... Bon, ne vous attendez pas à ce que vous puissiez avoir des bonnes analyses. Le peuple aussi a une part de responsabilité. Bien sûr, mais bon... moi je pense... Les peuples, oui, mais laissons les peuples tranquilles, M. Kibambi. Vous savez, c'est un peuple meurtri, ce peuple a beaucoup souffert et il continue à souffrir, mais ce n'est pas toujours de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est l'élite qui dirige. Vous voyez, parce que le tout est centré au cerveau. Oui, mais quand on va aux élections législatives, comment veux-tu, si le peuple élit comme ça un frère parce qu'il danse bien, comment voulez-vous Non, là vous rentrez dans un domaine où il y a à boire et à manger. Vous savez, quand vous parlez des élections, là je crois qu'on se révise. Il y a beaucoup de... Les faiblesses sont de partout. La population, parfois, elle est devant un fait accompli, comme on dit. Devant un fait accompli. Donc, il est soumis à quelque chose. Et c'est dans cette soumission, malheureusement, où il n'a peut-être pas les outils nécessaires pour faire face. Et donc, il se laisse couler, parce que c'est un courant qui est là. Et faire le contre-courant, c'est pas toujours évident. Et donc, le problème électoral, tout ça, c'est un peu ça, parce que déjà, ça commence quelque part, et les mécanismes ne sont toujours pas parfois aussi clairs, ce qui fait que il y a de cela, comme nous autres. Moi, j'ai été candidat, mais bon, que voulez-vous? Est-ce que je peux dire que j'ai vraiment démérité? On ne m'a pas voté. Moi, j'ai été voté massivement, d'ailleurs, à Tchangou. Mais malheureusement, je me retrouve là. Terminons sur une note un peu plus agréable, un peu plus positive. Donc, disons qu'il n'y a que le Congo qui compte. Et pour qu'il compte véritablement, que chacun y mette son intelligence, que chacun se sacrifie, parce que le peuple aussi fait tout le monde. Quand vous jetez, vous avez bu de l'eau et que vous jetez la bouteille en plastique, vous êtes aussi responsable. Ça dépend aussi de nous, les hommes des médias. C'est à nous à mobiliser toutes ces énergies qui n'attendent que ça pour construire un pays, ce pays que tout le monde veut voir éclore.
Et tout le monde veut venir ici et le Congolais veut aller à l'extérieur. C'est extraordinaire. Hein? Ah oui, tout le monde vient s'enrichir ici, mais le Congolais, lui, il veut aller à Paris, à New York, à Washington. Non, le développement de Sekibambi est institutionnel. Hein? Donc, c'est l'État. Il ne faut pas se voiler la face. Dans ces pays-là, c'est toujours l'État. C'est-à-dire qu'il y a une manière de pouvoir conduire. Vous voyez, les développements, c'est comme ça, on dit en voie de. C'est-à-dire que c'est comme un chemin. On est là en train de marcher. Et quand on marche, il faut des guides. Oui, il faut l'évaluation. Voilà, il faut aussi savoir s'évaluer. Oui. Où est-ce qu'on est? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut rectifier? C'est tout ça. Vous voyez, donc, mais malheureusement, chez nous, c'est tout ça qui manque. D'abord, nous, on n'accepte jamais d'évaluation et donc on y va comme ça. Hein? Par exemple, quand vous avez parlé de plastique et tout, c'est vrai, j'entends parler aussi. Non, ce sont de... Oui, mais que voulez-vous? Quand il n'y a pas de poubelle, par exemple, quand il n'y a pas de poubelle, quand il n'y a pas de véhicules qui viennent ramasser ça, quand il n'y a pas une organisation intelligente qui est là pour gérer les déchets, hein, quand tout ça, il n'y a pas, alors n'allez pas demander des choses parfois irréalisables. Donc nous sommes là devant un fait accompli, et donc... par exemple, il y a aussi ce qui pollue. Je me demande, mais pourquoi nous allons à Brésil pour demander la part qui reviendrait à nous? Mais nous le demandons à qui? N'est-ce pas, aux pollueurs? Hein? Ceux qui polluent doivent payer. Mais c'est la même façon, c'est la même chose ici aussi. Mais ceux qui produisent les plastiques, tous ces gens-là, moi je me demande combien ils donnent à l'État. Qu'est-ce que nous gagnons? Est-ce que vraiment l'économie congolaise tient par ces productions-là? Est-ce que ce sont ces productions qui soutiennent, mais ça vient en soutien de quoi? Et même s'il faut regarder en termes de taxes et tout ça, qu'est-ce qu'ils payent, tous ces gens-là? Maintenant, voilà, et vous verrez que la part, elle est très minime. Mais malheureusement, nous nous retrouvons avec tout un tas de plastique et tout ça. Moi, je me demande, servir pour moi, si j'étais gouverneur, l'électricité, par exemple, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire payer à ces gens-là. Parce que qui veut mettre des véhicules pour évacuer? C'est eux, c'est pas le gouvernement. Qui vont mettre des poubelles et tout ça pour récupérer tous ces plastiques? Ce sont ces compagnies. Parce que ce sont eux qui produisent. Hein? Mais ils doivent savoir que derrière cette production, il y a des conséquences environnementales auxquelles ils peuvent pas se dérober. Tout à fait. Vous voyez, donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui font que c'est nous-mêmes, en fait. Et c'est l'élite dirigeante. L'élite dirigeante qui se retrouve derrière tous ces gens-là et qui croient qu'en gagnant le peu qu'ils gagnent, ils font tourner malheureusement le pays en rond. Nous allons terminer ici. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le développement, il faut que nous commencions par le vouloir. Il faut que nous commencions par le vouloir. Il ne faut pas seulement savoir le vouloir, il faut aussi détecter des gens qui peuvent pousser ce développement. Et là, je demande vraiment à nos frères et sœurs de ne pas refuser que telle personne aille voir tel ministre, parce que telle personne aille voir telle autorité. Ce n'est pas à vous de décider. Le développement se fera avec les intelligences des uns et des autres. Merci, cher ami Alouma. Ce n'est pas la dernière fois. Je vous réinviterai pour que du choc des idées jaillisse la lumière. Parce que ce que nous venons de dire, quelqu'un l'a dit la semaine dernière, en d'autres termes, mais je voudrais organiser une émission, disons,
de développement, au cours de laquelle j'inviterai des compatriotes qui s'intéressent au développement comme vous, 2-3 personnes, pour que nous puissions éclairer notre peuple. Parce que malheureusement, il y a des télévisions qui n'offrent que la danse. Exact. Et nous aimons la danse. Mais la danse, il faut la faire quand on a mangé, quand tout le monde a mangé, quand tout le monde a eu du travail. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cette émission est terminée et s'arrête là. Et ne vous en faites pas, Numérica s'appelle Télévision intelligente. Nous y reviendrons. Nous allons frapper sur la table pour que vous puissiez, ou nous puissions d'ailleurs, nous réveiller et développer ce pays qui n'attend que ça. L'Afrique aussi n'attend que notre développement pour décoller. Bonsoir chez vous, bonjour chez vous, bonsoir cher ami Alouma. Merci.